Le 9 novembre 2023, l'Institut ukrainien ouvre sa filiale en France, à Paris. En quoi la culture ukrainienne est-elle intéressante pour le public français et francophone? Quelles activités et quelles stratégies aura le nouvel institut? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Ivan Repchi, traducteur et éditeur ukrainien, récemment nommé délégué général de l'Institut ukrainien en France. Ivan, bienvenue dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes délégué général de l'Institut ukrainien en France. Donc vous êtes chargé en fait de cette diplomatie culturelle très importante pour l'Ukraine en ce moment. Mais qui êtes-vous d'abord, Ivan Repchi? Vous avez fait une carrière de traducteur. Vous avez traduit beaucoup de livres depuis le français vers l'ukrainien. Vous connaissez quelqu'un qui dirige aussi une maison d'édition ici en Ukraine. Qu'est-ce qui est important de savoir sur vous? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tout le monde qui nous écoute partout dans le monde francophone. Je me définissais pendant presque toute ma vie en tant que traducteur littéraire. J'ai traduit énormément de la littérature française, belge, canadienne et suisse, mais pas seulement. Parmi les derniers, je peux dire que c'est Tintin. On est très fiers dans notre maison d'édition qui s'appelle Pinzel d'être les éditeurs et les traducteurs de Tintin en ukrainien. Et on va présenter aussi Astérix en ukrainien. On est très fiers aussi. Je pense que ça va sortir dans quelques semaines, on espère bien. Je suis aussi éditeur, j'étais avant écrivain et j'ai fait beaucoup de diplomatie éducative avec la Jeune Académie des Sciences et de diplomatie culturelle qui se diffère bien sûr de la diplomatie officielle. C'est pas la même chose, c'est plus flou, c'est plus large, à mon avis, c'est plus intéressant. Oui. Je vous félicite bien sûr avec ce poste de délégué général de l'Institut ukrainien en France. C'est un poste important qui est maintenant officiel. Donc l'Institut ukrainien en France est une cellule très importante, bien que relativement petite à ce moment-là. Pourquoi vous avez choisi, vous, professeur dans la traduction, en fait, dans le monde de votre maison d'édition, pourquoi vous avez choisi de participer à un concours pour ce poste qui sous-entend beaucoup de responsabilités, en fait, et qui sous-entend aussi le déplacement à l'étranger, et donc toute une carrière qui est toute nouvelle pour vous? Parce que il faut faire, pendant ces temps difficiles pour notre pays, pour l'Ukraine, pendant la guerre, chacun doit battre comme il peut. Et pour moi, c'est une bataille. Je dois faire quoi que je peux pour mon pays. Pour moi, ce poste, c'est la possibilité de faire en tant que je peux tout mon possible pour défendre mon pays, pour ouvrir mon pays aux autres, aux Français, à l'Europe, et montrer que mon pays il est très intéressant du point de vue culturel, que ce n'est pas la Russie du tout, que c'est un pays européen qui a toujours été en Europe,
et qui appartiennent à cette famille européenne. C'est pourquoi j'ai décidé ça. Ça n'a pas été une décision facile, j'avoue, mais soit. Voilà, vous prenez des risques en fait que de vous déplacer à Paris, que de mettre un peu à part votre traduction et votre travail dans votre maison d'édition pour essayer d'être utile durant ce combat que l'Ukraine mène actuellement sur le front réel, bien sûr, mais aussi sur le front culturel. C'est très important. Vous êtes en contact avec la culture francophone, pas seulement française, mais aussi belge, suisse, canadienne depuis des décennies déjà. Et donc, vous êtes une espèce de pont, en fait, entre la culture ukrainienne et la culture francophone. Comment définissiez-vous, en fait, les différences des mentalités entre l'Ukraine, voilà, et la France? Et en quoi est-ce que, à votre sens, la culture ukrainienne, la littérature ukrainienne, les arts ukrainiens peuvent-ils intéresser le public français et francophone? Il y a, à mon avis, il y a beaucoup de lacunes. Les arts plastiques, la littérature, la musique. On va essayer de les compléter avec tous les efforts qu'on peut, avec tous les moyens qu'on a. Je pense que la culture contemporaine ukrainienne, la peinture, la sculpture, la musique pourraient intéresser les Français et les intéressent déjà. Pas seulement la culture classique, mais aussi la culture contemporaine. Bien sûr qu'on ne peut pas oublier les grands classiques comme les Ukrainka, Taras Shevchenko et d'autres, bien sûr, mais il faut aller en avant. Il faut montrer ce qui peut être intéressant pour les Français. Moi, en tant que traducteur littéraire, je sais bien que, par exemple, si en France il y a un star littéraire, c'est pas obligatoirement que ça pourrait être intéressant en Ukraine. Souvent, c'est pas le cas. Alors, la même chose avec la littérature ukrainienne. Donc, si on a un star ici, c'est pas obligatoirement que ça va intéresser les Français ou les Belges ou les Suisses ou les Canadiens. Il faut toujours penser au point de vue français, au point de vue comment ça va être vu par les lecteurs ou l'auditoire française. C'est mon avis. Donc, on va faire un choix qui sera intéressant pour le public français. Oui, tout à fait. Donc, voilà, ça touche à la question de différence de mentalité. Donc, c'est pas toujours le cas que quand un star, en France d'ailleurs, vous avez traduit certains auteurs depuis le français vers l'ukrainien qui n'étaient pas vraiment très, très, très stars en France, mais qui est devenu très bien vendu ici en Ukraine, n'est-ce pas? C'est vrai, oui, oui. Mais j'ai traduit aussi des stars et parfois les éditeurs ukrainiens qui veulent publier les prix Goncourt, mais c'est pas très intéressant pour nous. Donc, souvent, c'est un bon livre. J'aime beaucoup, en tant que personne entre l'Ukraine et la France, j'aime beaucoup, mais je comprends bien que ça va pas être lu en Ukraine. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas peut-être des grands stars en France, mais qui sont très bien acceptés ici en Ukraine, accueillis. Par exemple, j'avais traduit une écrivaine belge, Caroline Lamarche. Oui. Peut-être elle écoute maintenant, je sais. Attention. On va la faire suivre, en tout cas. Voilà. Elle a gagné le prix Goncourt de la nouvelle, parce que prix Goncourt, c'est pas seulement les romans. Et moi, j'adore les nouvelles. Je suis un grand fan des nouvelles. Je préfère les nouvelles aux grands romans, mais c'est mon goût personnel. Et elle est très bien acceptée ici. On a déjà fait 4 livres d'elle. Bien que c'est une très bonne écrivain, mais c'est pas comme Eric Emmanuel Schmitt ou je sais pas, ou Hervé Letellier peut-être. Oui. Parlant de Eric Emmanuel Schmitt, vous étiez un représentant officiel, n'est-ce pas, de cet auteur en Ukraine? Mais pas maintenant déjà. Pas maintenant déjà. Eric Emmanuel, c'est un grand ami.
On a fait beaucoup de travail ensemble, on a traduit beaucoup de livres, on a fait beaucoup de spectacles. Et j'espère qu'on va travailler encore avec lui parce que Rick Emmanuel Schmitt, c'est un pont entre la France et la Belgique et aussi entre plusieurs pays où il est traduit. Et c'est un ambassadeur des notions de l'humanisme. Et c'est très important. Sa voix est très importante maintenant. Donc c'est aussi une personnalité que je voudrais impliquer dans notre travail de l'Institut ukrainien en France. Oui, moi j'adore, c'est un goût personnel, mais j'adore Eric Emmanuel Schmitt, et donc bien sûr c'est avec une immense gratitude que je lui dis que vous avez traduit cet auteur, vous avez découvert cet auteur non seulement pour les francophones comme nous, mais aussi pour les Ukrainiens qui ne le connaissaient pas. Alors, oui, voilà, si on regarde de l'autre côté de la frontière, parce que vous êtes une espèce de pont entre deux cultures, donc quelle est votre évaluation de ce qui se passe sur le marché français concernant la littérature ukrainienne? On sait qu'il y a malheureusement très peu d'auteurs qui sont traduits depuis l'ukrainien vers le français. Et j'imagine que vous avez déjà votre vision, votre évaluation et peut-être même certains projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette culture, cette littérature ukrainienne plus visible en France? Il est vrai que depuis le 24 février 22, qu'on a un grand intérêt envers la littérature ukrainienne, mais il me semble que c'est plutôt centré sur le non-fiction, à mon avis. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'avaient demandé des conseils, qu'est-ce qu'ils peuvent traduire et prendre, et j'avais donné des conseils, mais c'est pas toujours, et c'est pas souvent qu'ils avaient fait ça. Je pense qu'on va faire un grand choix, il est déjà fait par l'Institut du livre de l'Ukraine, par notre institution aussi, et par d'autres institutions en Ukraine, des choix, des catalogues de présentation des auteurs et des œuvres de littérature ukrainienne qui pourraient être traduits et publiés en France, et pas seulement en France, en français. Et on va continuer ce travail. Moi, personnellement, je visite le Salon du Livre de Paris depuis 2010, je pense déjà. Tous les ans. 2000, presque tous les ans. Et je connais les intérêts des éditeurs français. Par exemple, en 2011 ou 2012, ils cherchaient des livres sur Tchernobyl. Ils nous demandaient tout le temps, nous voulons un livre sur Tchernobyl. Et là, on a eu un jeune écrivain, Markian Kamish, qui est maintenant en armée ukrainienne, qui se bat pour l'Ukraine, qui avait écrit ce livre et qui était presque la même année traduit en français. Donc, on voit que si on a un intérêt, il faut le remplir, il faut donner ce qu'on veut. Mais bien sûr qu'il faut aussi présenter des choses qu'on a, bien sûr. Oui, et donc ça va, cet intérêt, il peut aller bien au-delà du thème de Tchernobyl, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était juste un exemple, oui. Mais à l'époque, c'était ça. Pourquoi? Parce que la culture ukrainienne n'était pas, à l'époque, il y a plus de 10 ans, bien représentée en France. Et qu'est-ce que les Français savaient de l'Ukraine? Tchernobyl, en premier lieu. C'est pourquoi ils voulaient ça. Mais maintenant, bien sûr que c'est pas le cas. Voilà, ils connaissent Maïdan, ils connaissent la guerre, bien sûr. Voilà. Donc, il y a cette question de visibilité de l'Ukraine, elle ne pose plus problème. Donc, les Français découvrent. Et donc, on espère que cette curiosité, il va durer dans le temps et qu'il y aura des propositions venant des maisons d'édition, de traducteurs. Il y a aussi le problème du traducteur, n'est-ce pas? Le traducteur depuis l'ukrainien vers le français. C'est un sujet difficile parce que j'ai beaucoup de collègues en France. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de traducteurs. Il y a Irina Dmitrichine, il y a beaucoup d'autres qui font ça, qui ont fait beaucoup
beaucoup de choses, qui avait traduit beaucoup d'œuvres. Moi, je n'ose pas. Je suis traducteur du français en ukrainien, point. Donc, non. Mais il y a d'autres gens. Moi, j'avais enseigné à l'Institut des langues étrangères à Kiev et j'avais enseigné la pratique de traduction littéraire. Mhm. Ah, vous le Et faites toujours, n'est-ce pas? non, non, Non. non, pour le moment, non. Et, et mon objectif principal, c'était de l'initier les jeunes à ça, de leur expliquer que c'est bien, que c'est intéressant, que ça peut être rémunéré aussi, parce que c'est aussi un côté pragmatique. Et, et j'espère bien que j'ai initié certaines personnes. Moi j'essaie d'ouvrir les portes pour les jeunes. Dans notre maison d'édition, nous invitons des jeunes pour traduire, pour être les rédacteurs, maquettistes, parce que je pense qu'il faut donner donner la voix et la voix Mhm. aux jeunes. Voilà, donc c'est mon credo. Oui, ça c'est très bien de rendre dynamique toute cette jeunesse qui a un atout de l'Ukraine et puis de les laisser occuper, de les faire voilà, occuper. Et puis bien sûr que nous apprenons tous avec l'expérience, mais c'est vrai qu'il y a toute cette nouvelle jeunesse de l'Ukraine qui parle français, qui parle anglais, qui parle allemand. Récemment, il y a déjà des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui écrivent des livres en français. Ouais. Dans notre podcast, notre dernière invitée, une de nos dernières invitées, c'était Marina Koumeda, une Ukrainienne, qui a écrit un livre en français qu'il a fait éditer en France. Donc, vous pouvez écouter dans notre podcast la conversation avec cette jeune auteure. Le livre est absolument magnifique. Je l'ai lu d'un coup, à une seule journée, puisque je ne pouvais pas voilà, le poser à part, parce qu'à tel point il était intéressant. Donc, journal d'une Ukrainienne, Marina Koumeda. Et donc, c'est vrai que la jeunesse, c'est très important. Donc, l'Institut ukrainien en France, il existe maintenant. Quelles seraient, selon vous, les grandes lignes directrices de vos activités? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle structure en France? Donc, l'Institut ukrainien en Ukraine existe depuis 2018. On a déjà une filiale à Berlin, en Allemagne, et maintenant on ouvre la filiale en France, à Paris. Notre objectif, nos objectifs principaux, c'est ouvrir l'Ukraine, comme j'avais déjà dit, montrer l'Ukraine à la France, de combattre les stéréotypes, de combattre la position de la Russie en France aussi, parce qu'on sait bien que la Russie est bien ancrée au paysage culturel français. C'est aussi de créer des nouvelles possibilités de collaboration pour les artistes français et ukrainiens, pour les institutions aussi. C'est faire beaucoup d'événements qui vont attirer l'attention à la culture ukrainienne. Mhm. Donc il y aura un peu de tout, il y aura un peu de collaboration, il y aura un peu d'édition, il y aura des événements culturels aussi sans doute. C'est Donc ça. donc c'est une équipe qui est toute nouvelle et que donc nous souhaitons bien sûr que les activités soient très efficaces. Est-ce que en étant en France, vous avez évoqué l'Institut ukrainien en Ukraine, donc c'est Oui, une structure toute nouvelle, 2018, vous avez oui, c'est dit, oui, ça. donc on se souvient encore de sa création. Est-ce que, et vous avez évoqué aussi vos collègues en Allemagne, est-ce que, et donc je reviens à cette question de mentalité, est-ce qu'en France, vous avez des approches différentes par rapport à qu'est-ce qu'on doit présenter en France en différence de ce qu'on présente en Allemagne? C'est une question difficile pour moi parce que j'entre en fonction et on est en étape de réflexion sur la stratégie générale. Je pense que ça va être différent parce qu'à mon avis, chaque pays en Union européenne, il faut trouver euh, une autre point de vue différent. Si on compare par exemple France et Belgique,
à mon avis, il faut agir différemment. Et si on parle des Suisses, c'est encore un autre moyen d'agir. Ne parlons pas si on parle d'Italie ou de Pologne. Donc, c'est très différent. L'Union européenne, et c'est bien parce que la différence, la diversité, ça crée, c'est une des notions principales de l'Union européenne. Euh, pour répondre à votre question, oui, je pense que ça va être différent. Je pense que ça va être différent. À mon avis personnel, en Allemagne, l'Ukraine est un peu mieux connue qu'en France parce que c'est plus proche. On a plus d'histoires communes, mais très difficiles et compliquées qu'avec la France. Donc, en France, il ne faut pas expliquer déjà notre histoire en commun. On commence pas à zéro, mais on commence à quelque chose des notions qu'on apporte et on explique. En Allemagne, à mon avis, c'est pas ça. Mhm, mhm. Donc il y aura beaucoup oui. Donc, il y aura beaucoup de challenges qui vous attendent devant. Est-ce que bon, vous avez beaucoup d'amis en France, vous fréquentez la France depuis des décennies déjà, donc est-ce que à votre sens il y a une certaine évolution dans cette attitude française envers l'Ukraine, notamment dans le contexte de cette grande guerre, comme on appelle ce qui se passe à partir de 24 février 2022? Est-ce que il y a des choses voilà, révolutionnaires qui sont en train de se passer? On espère bien. On espère bien. C'est notre boulot à faire ça. On va faire tout notre possible, mais on voit déjà que ça change. On voit déjà que il y a beaucoup de choses qui sont connues par les Français. Il y a des écrivains qui sont connus déjà en France, ukrainiens. Notamment, il y a eu beaucoup d'expositions déjà à Louvre. On va travailler beaucoup avec le Louvre, on va travailler beaucoup avec la Sorbonne, on va travailler beaucoup avec d'autres universités. On va travailler beaucoup avec le ministère de Culture de France qui sera présent à notre inauguration. On va travailler aussi avec l'Institut français, bien sûr, aussi présent à la présentation de notre institut à Paris. On va travailler avec tout le monde. Et pas seulement à Paris. Moi, j'aime toutes les régions de la France. J'ai beaucoup voyagé. J'aime le Nord. Mhm. Normandie? Ah non, le Nord, c'est Lille. Lille. Lille, là, j'ai beaucoup d'amis à Lille. J'aime beaucoup Toulouse. C'est une ville que j'ai visitée plusieurs fois. J'ai beaucoup le sud, comme Arles, Nîmes. J'adore. J'ai beaucoup visité Rouen, donc je connais un peu et je pense qu'il faut faire des ponts et des collaborations avec toutes les villes et toutes les régions, pas seulement à Paris. Cette décentralisation qui est aussi chère au cœur ukrainien depuis cette réforme de décentralisation. Rappelons à nos auditeurs que C'est ça. la réforme de décentralisation a été lancée en 2015, n'est-ce pas? Et donc qui présuppose une certaine autonomie, qu'elle soit budgétaire, financière, culturelle aussi, des régions ukrainiennes. Donc c'est une chose qui est très chère à l'Ukraine. Et donc vous allez essayer de faire les ponts entre non seulement Paris, Île-de-France, mais aussi, espérons-le, avec des régions françaises qui ne sont pas forcément en Île-de-France. Voilà. Quel risque vous voyez d'ici là durant votre mandat? Déjà, elle va durer quelques années, n'est-ce pas? Donc c'est 4 ans? C'est 5 ans? Pour le moment, 2 ans. 2 ans, 2 ans. À quoi est-ce que vous vous attendez? Donc, quel danger, quel défi, en fait, quel challenge, à votre sens, peuvent attendre une telle voilà, initiative que l'Institut ukrainien en France? Là, je vais vous raconter une anecdote. Anecdote qui parle de notre aventure comme maison d'édition d'éditer Tintin. Donc, on avait commencé par Tintin au pays des Soviets. C'est un livre qui était carrément interdit en Union soviétique et qui n'était pas publié en Belgique pendant beaucoup d'années. Bon, on avait peur de l'Union soviétique et on s'exigeait même. Hergé, l'auteur de Tintin, disait on ne va pas le faire parce que voilà,
pour ne pas avoir un grand ennemi. Donc, nous, on avait opté sur ça, et tout le monde, et l'éditeur belge Casterman et d'autres nous disaient non, peut-être vous allez commencer par un autre album, pas avec celui-là. Mais nous, on a dit, comme on a déjà la guerre en Ukraine, c'était en 2016, on a eu cette idée, comme on a déjà la guerre, et on veut montrer cet album qui parle, qui est étonnamment vrai, qui parle des choses qui s'est passées ici après la révolution, la révolution d'octobre, soi-disant. Et on a eu beaucoup d'aventures liées avec les éditeurs russes. Parce que les négociations avaient duré pendant 3 ans. On avait visité Bruxelles, Paris, d'autres festivals. Et chaque fois, je voyais un éditeur, quelqu'un de Russie, de m'approcher, de proposer à travailler ensemble. Et moi, je disais chaque fois, mais on va éditer en ukrainien, c'est pas en russe. Pourquoi on doit travailler ensemble? C'est deux langues différentes. Je vois pas de quoi on parle. Et c'était comme ça tout le temps. Donc, ce que je veux dire, que le plus grand risque que je vois, c'est le risque et c'est pas le risque. Je sais que ça va se passer voilà, d'une manière très certaine. Le risque d'être affronté d'une manière indirecte par certaines organisations, implantations russes en France. Il y en a beaucoup. On sait bien que la culture russe est très bien présente en France. Historiquement, oui. Et donc, ça, c'est le plus grand challenge, c'est ça. C'est montrer que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Que l'Ukraine ne doit pas être avec la Russie. Elle ne fait pas la partie de la Russie. C'est un pays, une civilisation, une culture à part qui a toujours appartenu à la famille européenne et qui n'a que très peu de commun avec la Russie. Bien que on a été la partie de cet empire, malheureusement, il y a beaucoup d'années. Mais bon. Il y a beaucoup de siècles aussi. Oui. Donc d'abord, voilà, cette Russie tsariste, après cet empire communiste, et donc voilà, ce délire impérialiste, il est malheureusement toujours là. Il sème la mort en Ukraine tous les jours. Au moment où nous échangeons, malheureusement, et donc cette histoire n'en finit pas. Donc voilà, le premier risque, bien sûr, ce sont cette culture russe et les agents russes, les maisons d'édition russes qui vont bien sûr faire des choses désagréables, mais à la fois, je sais que vous êtes de la région russophone de l'Ukraine. Je sais que vous êtes de ville qui s'appelle aujourd'hui Kamianske, oui, c'est ça. Qui était Dnipro-Dzerzhinsk à l'époque, et donc que vous avez plaidoyer et pendant des années en fait que l'importance de la langue ukrainienne, pas au détriment de la langue russe, mais vous avez toujours, il y a longtemps, vous avez pris cette position qu'il faudrait défendre la langue ukrainienne en Ukraine. Il faudrait traduire en ukrainien et non pas dans la langue russe. Il faudrait, même s'il y a durant des décennies, il y avait encore beaucoup de populations qui parlaient le russe pour plein de raisons historiques, raisons de génération. Pourquoi est-ce que pour vous, voilà, cette identité ukrainienne et langue ukrainienne, c'est une question souvent manipulée en France, pourquoi, à votre sens, c'est tellement important? Moi, j'ai fait mon choix il y a beaucoup d'années. J'aime beaucoup ma ville natale, bien que c'est un amour disons, compliqué, mais maintenant, ça change beaucoup. Ça devient beaucoup plus ukrainien, ça devient beaucoup plus ouvert. Cette ville a été fondée d'ailleurs par les Belges et les Polonais. Les premières implantations industrielles étaient faites par les Belges.
Il y avait beaucoup de Polonais. Il y a maintenant une cathédrale polonaise du début du XXe siècle qui est très belle. Mais ça, pendant la période soviétique, c'était complètement oublié. Il ne faut pas aussi oublier que c'est la ville natale de Brejnev, de Léonid Brejnev, et que moi, j'étais né quand il était au pouvoir. Donc, c'était une ville absolument bétonnement soviétique. Mais si on partait à 20-30 km de Dnipro-Dzerzhinsk, quelque part à une ville plus, disons, campagnard, on parlait l'ukrainien. Donc, c'était une ville qui était de façon artificielle russophone, mais dont la culture ukrainienne était ancrée dans l'âme de cette ville. Au lieu de cette ville, il y avait une palanka, une implantation des Cosaques, des Zaporok. Il y avait toute une petite village, un petit village des Cosaques. Il y avait une église des Cosaques. Ça n'existe pas maintenant, malheureusement, parce que tout était rasé au début du XXe siècle par les communistes pour construire d'énormes usines qui existent maintenant. Mais c'est une ville de grande diversité pour moi. Et comme moi, je suis une personne de diversité qui n'est pas prête de me fermer à quelque chose. Je suis ouvert à toutes sortes de discours, à toutes sortes de cultures, de civilisations. Alors, pour moi, c'est une ville de grande diversité, bien que son histoire était très difficile. Alors, c'est aussi mon histoire à moi, parce que moi, c'est vrai que j'avais choisi la langue ukrainienne en tant que langue pour parler, pour traduire, déjà à l'âge plutôt mûr, à 18 ans, 19 ans. À l'époque, j'ai découvert la littérature ukrainienne. C'était un choc pour moi. Et du coup, la langue a jailli. Et j'ai commencé à traduire. À l'époque, j'écrivais une thèse sur Gustave Flaubert, Madame Bovary. Et quelqu'un m'avait dit, si vous voulez connaître l'œuvre, il faut essayer de le traduire. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai. Et j'avais commencé. Mais comme, en même temps, j'ai découvert pour moi la littérature ukrainienne, je me suis dit, tiens, je vais compliquer la tâche, je vais commencer à traduire des fragments en ukrainien. Bien sûr que traduire Flaubert en ukrainien, pas évident. C'est pas facile. Et je savais pas, à l'époque, je savais pas que c'était déjà fait par notre immense traducteur littéraire, Mykola Lukács. C'est quelqu'un d'énorme envergure, une personnalité que je voudrais aussi faire découvrir aux Français. C'est aussi un de mes projets de montrer aux Français comment la traduction littéraire, et c'est le cas de l'Ukraine pendant la période soviétique, peut être combattante et protéger toute une culture, toute une civilisation, toute une langue contre l'oppression soviétique. Voilà. Et donc, avec ça, avec Flaubert, j'ai commencé à traduire et j'ai compris que pour moi, la langue ukrainienne, c'est beaucoup plus plastique, c'est beaucoup plus riche des nuances et des synonymes que la langue russe. Bon, mais c'est mon avis personnel. C'était dans quelles années? C'était les années 90? C'est au début des années 2000, je pense. 2000. C'est la fin des années 80 90. et le début des années 2000.
Donc voilà, c'est ce choix de langue qui présuppose aussi un choix de l'identité qui devient politiquement aussi important au fur des années, puisque l'histoire moderne ukrainienne, on tient à rappeler à nos auditeurs, en 2004, la Révolution Orange, 2013, 2014, la Maïdan, Euromaïdan, la révolution de la dignité, donc suivie tout de suite cette première guerre de la Russie contre l'Ukraine, annexion de la Crimée illégale, et puis les troupes russes au Donbass, mais ensuite 2022. Donc voilà, on fait voilà de plus en plus voilà ce virement voilà dans l'autre direction où se dirige la Russie. Mes dernières questions, puis-je vous demander votre auteur préféré en France? Ah, c'est difficile. Si on vous poserait la question pour nommer C'est un. trop difficile. J'aime, Bon, vous j'aime. êtes de côté de Flaubert plutôt que de côté de... Non, j'ai ici plutôt côté contemporain. Je suis la littérature française de près. Euh, j'ai redécouvert pour moi Annie Ernaux maintenant. Mhm. Bien qu'avant, je n'étais pas trop impressionné, mais après le prix Nobel, j'ai relu beaucoup de textes et je me suis dit que je me trompais. Mhm. Euh, J'aime beaucoup discours féminin. J'aime beaucoup le discours qui unit la, la religion, la civilisation, la diversité et les relations entre diverses facettes humaines. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai traduit Mohamed Bougarsar, c'est un prix Mhm. Goncourt de 2021, je pense. Mhm. Et j'ai adoré ce livre parce que je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, c'est vrai. Mhm. C'est une passion de beaucoup d'années. Et j'ai toujours rêvé de créer une collection africaine en Ukraine, en ukrainien, mais pour le moment, c'est pas fait. Ben, Et vous là, allez le faire plus tard. oui, oui, j'espère bien. Et là, du coup, il y a un auteur jeune, très jeune, africaine, qui, qui parle de l'Afrique, mais de la France aussi, d'un langage européen. Vraiment, c'est un regard en même temps africain, mais européen aussi. Bien que je ne crois pas qu'il y a une littérature européenne. Non, Mhm. pendant beaucoup d'années, j'espérais que c'est vrai, mais maintenant, je pense pas. Je pense que chacun a sa voix à lui. Mhm. Voilà, donc pour moi, la France, la littérature française, c'est une énorme diversité de voix que je découvre avec passion. Et chaque fois quand j'entre dans une librairie à Paris, et pour moi c'est un calvaire parce que je vais acheter tout. Donc quand j'entre dans une librairie, j'espère que je vais trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle voix. Mhm. C'est ce que je veux, chaque fois. Pour les préférés, il y a Virginie Despentes, il y a Hervé Letellier, il y a toujours Michel Houellebecq, même si c'est une personnalité difficile, mais j'avais traduit 4 romans d'Houellebecq, je l'aime beaucoup. Voilà. Oui. Et donc la toute dernière question, parce que je vous ai posé la question sur votre auteur français, vous avez nommé plusieurs, et votre auteur ukrainien, quel serait cet auteur qui incarnerait à votre sens voilà, tout ce qui vous est cher en Ukraine et dans la culture ukrainienne? Là aussi, je vais pas vous nommer un seul nom euh, parce que moi, je préfère des auteurs qui écrivent peu. Si on écrit beaucoup, on a le risque d'écrire parmi des chefs-d'œuvre d'autres choses qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Euh, pour moi, bien sûr, je suis très ravi que Serhii Jadam ait traduit maintenant en français. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup Oksana Zabushko aussi.
J'aime beaucoup Volodymyr Rafenko. Mhm. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais il y a maintenant beaucoup de jeunes, de jeunes poètes. Euh, il y a, il y en a plusieurs. Et j'espère, je les vois souvent. Et j'essaie de leur mettre dans la tête qu'ils doivent travailler. Et j'espère que on va voir en France, en français, de nouvelles traductions de la jeunesse littéraire ukrainienne. C'est ça, c'est aussi mon objectif. J'en suis convaincue qu'un jour, on aura toute cette pléiade de jeunes auteurs ukrainiens et ukrainiennes, en fait, traduits en français. Merci beaucoup, Ivan, pour cet entretien. Je vous souhaite à vous et à cette nouvelle institution de l'Institut ukrainien en France beaucoup de succès, beaucoup de persévérance dans ce que vous faites et que vous arriverez avec le temps de faire découvrir la culture ukrainienne en France d'une manière plus approfondie et plus cohérente que c'était le cas avant. Merci beaucoup. Merci Tetiana pour cette conversation. C'était vraiment très intéressant et profond. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Ivan Repchi, traducteur et éditeur ukrainien récemment nommé délégué général de l'Institut ukrainien en France. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.